Dans un appel solennel au monde entier, le pape François a invité tous les hommes de bonne volonté à reconstruire un pacte éducatif mondial. Lancé en 2019, cet appel part du constat que l'humanité est sur le point de vivre un changement d'époque inédit dans son histoire. Per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Premier pilier, c'est la reconnaissance de la dignité de personne. Donc là, c'est la catégorie de personnes, l'éducation catholique. Elle repose sur une anthropologie chrétienne. Le pape émet une série de diagnostics. Cette crise, en fait, c'est une crise de dislocation des cultures et des sociétés. Et puis, il y a un autre élément dans ce diagnostic, c'est que l'éducation a quelque chose à voir avec ça. Il dit « l'humanité n'a pas reçu l'éducation », ça le terme « recevoir l'éducation » qu'il utilise, qui est à la hauteur des bouleversements socio-culturels qu'on a connus depuis 50 ans. Le monde de la technique et le monde du marché ont créé des changements très très rapides dans les sociétés, dans les cultures, et cette fulgurance-là a été beaucoup plus rapide que la manière dont l'humanité était capable de comprendre et de maîtriser ce qui se passait. Il dit ça, c'est un problème d'éducation, et donc il assigne à l'éducation la tâche de précisément redonner à l'humanité la capacité de maîtriser ces phénomènes qui ont été enclenchés par la technique et par le marché. Selon l'intuition du pape François, la crise anthropologique que nous traversons est le résultat d'une rupture dans la manière de concevoir l'humanité. Une rupture entre la nature et la culture. Jusqu'à l'époque moderne, la réponse à la question « Qu'est-ce que l'homme ?», était liée à des principes de nature dont nous nous sommes désormais détachés. C'est ce passage d'un système bien établi à un système en construction qui crée cette crise anthropologique. Par les capacités nouvelles dont dispose l'humanité, l'individu peut avoir l'illusion qu'il peut se construire lui-même. S'il a l'illusion qu'il n'a pas besoin des autres pour être lui-même, la question de la transmission, elle devient problématique. Le pape François a interpellé tous les acteurs du monde de l'éducation. En France, les écoles catholiques ont répondu à cet appel en proposant des réponses concrètes qui tiennent compte de leur réalité de terrain. De nombreuses initiatives innovantes et souvent inédites se développent, ayant toutes pour point commun la prise en compte de l'élève comme une personne dans son intégralité. Comment l'enseignement catholique s'est-il adapté pour répondre aux enjeux de la crise anthropologique de ce début du XXIe siècle ? Il y a eu un sondage qui a été fait il y a quelques années maintenant qui montrait qu'une famille sur deux à peu près faisait appel à l'enseignement catholique à un moment donné de la scolarité d'un de ses enfants. C'est 8000 établissements à peu près, un petit peu moins, répartis sur l'ensemble du territoire, mais avec des inégalités territoriales très très fortes. Il y a des endroits où la culture enseignement catholique est très forte, comme la Bretagne ou l'ouest de la France, qui scolarise à peu près 50% des effectifs. Puis il y a des endroits où, il y a moins cette culture-là et on va scolariser à peu près 10% d'une population. La majeure partie des gens qui viennent dans l'enseignement catholique, ce n'est pas pour des convictions de foi ou des convictions religieuses, mais on pourrait dire pour des convictions anthropologiques. En tout cas, des attentes fortes pour le bien de leur enfant. Et ça, on ne peut que s'en réjouir.
Alors les familles qui demandent à inscrire leur enfant dans l'enseignement catholique, moi je leur demandais systématiquement pourquoi est-ce que vous souhaitez inscrire votre enfant. Et toujours la réponse était vraiment 95% de ce qui venait en premier dans les réponses. C'est vraiment de pouvoir donner à leur enfant des conditions d'accompagnement, d'exigence éducative et pédagogique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui venait régulièrement. Et puis, c'est vrai que les questions religieuses étaient très, très loin derrière. Ça ne leur disait rien, quoi, de la culture chrétienne. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'est en recevant des parents à l'inscription et en leur expliquant que dans notre école, ils allaient entendre parler de Jésus et ils m'ont dit « de qui ?» Enfin, c'est vrai que si on se dit que la rencontre personnelle avec le Christ est au centre d'un établissement d'enseignement catholique et de l'acte éducatif, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le grand écart avec les motivations des parents vis-à-vis de cet établissement, parce que la majorité des parents n'ont pas cette attente-là. Les parents, ils viennent pour des résultats, ils viennent pour ceci. Quelquefois, dans certains endroits, pour un entre-soi, comme ça, je serais sûr qu'il aura de bonnes relations, pour un carnet d'adresses, etc. Mais après, c'est à nous, au bon sens du terme, qu'il soit pris à notre jeu. Il faut repenser notre manière d'être au monde et donc de véritablement se poser de qu'est-ce que je vise dans une éducation, qu'est-ce que je vise dans l'organisation d'une scolarité et comment est-ce que, pas simplement j'en parle, mais j'intègre ces dimensions-là dans la manière même d'enseigner. Le pacte éducatif du pape François, qui repose sur les principes de l'éducation intégrale, propose de mettre en place 7 engagements. Mettre la personne au centre, écouter les jeunes générations et promouvoir la femme, ouvrir à l'accueil du plus pauvre, renouveler l'économie, prendre soin de la maison commune et responsabiliser la famille. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui danse son miroir, son prénom Bernadette, perte point sur 43. Il est l'heure de mon sandwich. Mettre en place une éducation intégrale, c'est d'abord un rapport permanent à cette source qui est la conception de l'être humain comme une personne. Deuxième élément de mise en place d'une éducation intégrale aujourd'hui, c'est, à partir de cette source philosophique, penser qu'en lui, tout est lié. Que donc, quand on fait grandir ses capacités cognitives, on doit faire grandir l'ensemble de la personne. Et donc, veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Et la formule qui permet de garantir ces déséquilibres et de guider un enseignement selon une éducation intégrale, elle nous vient du pape Benoît XVI, qui dit « L'éducation chrétienne, elle vise à transformer les savoirs en sagesse de vie. » L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Comment est-ce qu'on entre dans cette culture de l'éducation intégrale? Comment est-ce que ce concept qui est assez complexe quand même, mais qui est finalement très abordable, comment est-ce qu'il devient notre culture naturelle dans l'enseignement catholique? Et pour ça, il y a un véritable enjeu de formation. Comment est-ce que les enseignants sont capables de dire, voilà, l'éducation intégrale, voilà ce que c'est. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu de formation, ça c'est le deuxième. Et le troisième, c'est un enjeu de sens. Ce qui est important, c'est de retrouver le sens que éduquer, c'est transformer le monde. En France, l'enseignement catholique scolarise 20% d'une génération. C'est 2 fois ce qu'il faut pour transformer les choses dans notre société.
À Bordeaux, l'école Saint-Joseph de Tivoli, qui appartient au réseau jésuite, a mis en place un projet appelé Équipage. Ce projet s'adresse aux élèves de première et de terminale. Il est destiné à répondre à des besoins qui dépassent le cadre scolaire et académique. Un équipage, c'est une petite équipe de travail qui se retrouve une fois par semaine, à raison d'1h30 ou 2h hebdomadaires. Et ils doivent faire l'expérience de l'entraide, de l'émulation. C'est un projet qui est au service de la cohésion. Nous, on trouve que ça favorise des liens fraternels entre les élèves. C'est aussi un projet qui est au service de l'autonomie, de la responsabilité des élèves, puisqu'ils sont seuls dans une salle. Bonjour à tous. Ça, c'est l'équipage de qui ici? C'est l'équipage d'Elisa. On fait donc une vidéo pour un projet de MC qui va compter pour l'année. Et dans ce projet de MC, donc, on est censé présenter pour notre part les systèmes électoraux dans différents pays. Voilà. Donc Amélie est déguisée en allemande et moi en états-unienne. Voilà. Donc là, on a un journaliste et ici les députés et les présidents. Et les vidéos, après, elles seront montrées aux classes de 6e, il me semble. Et puis, ils éliront la meilleure vidéo du niveau. Tous les mercredis après-midi, on se retrouve donc à 8 pour s'aider au niveau du travail. Donc ceux qui ont des facilités dans certaines matières vont pouvoir aider les autres. On va revenir un petit peu sur les contrôles qu'on a pu avoir, comment on s'est senti au cours de la semaine. Donc c'est vraiment l'objectif de cette séance, c'est d'une part d'avancer dans notre travail, mais également de tisser du lien, de revenir. Après, il faut un président. Vous êtes prêts? Action! Hello. Et après, regardez les scènes. Vous voulez le voir ou pas? Non. Chaque élève, je pense, se retrouve un petit peu au sein de l'équipage. On a vraiment des profils assez différents, mais qui se complètent bien et qui sont en harmonie les uns avec les autres. Et puis, il y a vraiment une bienveillance en fait, entre ces membres d'équipage. Du coup, est-ce que vous pensez que vous aurez le temps de finir tous les textes là, d'ici la fin de l'équipage? Et comme ça, du coup, à ce moment-là, on fait... Tu vois? Mais non, mais c'est pas vrai. Non, mais le but, c'est pas qu'elle fasse le texte, juste qu'elle regarde. Ça nous aide, puisque sinon, on serait tous allés travailler chez nous. Et s'organiser, c'est quand même beaucoup plus compliqué de dire « Allez, tout le monde vient ce jour-ci ». Alors que si on a 2 heures dédiées, c'est 1h30 dédiée où on sait qu'on doit venir, tout le monde vient et là, on est beaucoup plus efficace. Souvent, on reste avec nos amis pour certaines affinités et en fait, le temps d'équipage, parfois ça éclate un petit peu des groupes d'amis. Et donc, ça aussi permet de découvrir d'autres personnes, de faire d'autres liens, etc. Donc, le fait de faire des petits groupes dans la classe qui vont éclater des petits groupes d'affinités vont faire qu'en fait, à la fin, la classe va être encore plus unie, je pense. C'est vraiment beaucoup de gains pour nous. Parce qu'on prend en aisance à l'oral, ce qui n'est pas toujours facile quand on est un adolescent, de réussir à s'exprimer, d'avoir ce contact avec l'adulte qui peut parfois sembler compliqué. D'autre part, ça nous permet de nous organiser. C'est vraiment beaucoup d'apports. Et puis, ça nous permet de nous améliorer en communication. L'émulation par les pairs, l'autonomie, la capacité aussi à harmoniser sa tête et son corps, son cœur, à être un être un petit peu complet, c'est au cœur de la pédagogie ignatienne. Et en ce qui concerne le dispositif des équipages, on essaie vraiment de le faire vivre. Du coup, cette année, on a essayé d'aller un petit peu plus loin et de faire en sorte que le projet produise davantage de fruits. Et on a lancé aux élèves des défis, c'est-à-dire que selon les axes poursuivis par le projet des équipages, la cohésion, l'exigence académique, l'orientation, le sens du service et l'action sociale, on n'oublie pas qu'on est là pour former des hommes et des femmes pour les autres et pour le monde. Eh bien, on leur lance des petits défis et ça rapporte des points. Et évidemment, ils sont récompensés et le meilleur équipage dans ces différentes catégories est récompensé. Par exemple, pour le sens du service et de l'action sociale, on propose aux élèves, par exemple, d'organiser en équipage une action sociale qui se vit en dehors du temps d'équipage. Donc, ça peut être, je sais pas moi, aller à la soupe populaire, donner un petit peu de temps à une asso. Pour la cohésion, on peut proposer aux équipages de montrer qu'ils ont fait la part belle à l'entraide entre ses membres. S'agissant de
L'orientation, eh bien, les équipages ont la possibilité d'inviter un ancien élève de Tivoli pour faire part de son parcours post-bac, ou pourquoi pas un professionnel parmi les parents d'élèves ou l'association des anciens. Et donc, plus il relève de défis, plus les équipages engrangent de points, et donc ça peut donner lieu à une récompense intéressante pour eux. Voilà. Bon, c'est un petit jeu, hein, bien sûr, mais on se dit que, un petit peu comme au scout, quand on met en scène un peu la progression, ben, ça favorise évidemment le développement des compétences, et c'est aussi ça que poursuit le projet, quoi. La réforme du lycée a institué des spécialités qui fait que vous passez plus de temps dans les spécialités qu'en classe. Et donc, on s'est dit, en analysant ça avec les préfets des études, tous les établissements jésuites, on s'est dit, mais en fin de compte, l'établissement scolaire est en train de perdre un enjeu fondamental qui est celui de la vie sociale. C'est-à-dire, ils vont être éclatés dans différents types de spécialités, ils vont perdre un lieu de sociabilisation. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut pallier cela? Notre défi à nous, c'est de voir dans ce que l'on sait faire et ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qu'on va pouvoir puiser, inventer pour essayer de, justement, cette dimension intégrale, de l'honorer. On n'est pas simplement dans un lieu de transmission de savoir, on est dans un lieu d'appropriation. Quand je suis arrivé dans l'enseignement catholique et je posais la question, mais c'est quoi la différence entre le public et l'enseignement catholique? On me disait, c'est nos valeurs. Et je disais, mais c'est quoi? Quelles valeurs? On me disait le respect, la tolérance, le partage, l'ouverture. Moi, je disais, mais dans l'enseignement public, j'ai jamais entendu dire autre chose que ça. Puis après, un petit peu, quelques années plus tard, c'était, notre référence, c'est l'Évangile. Ah, alors, c'est quoi dans l'Évangile? C'est les valeurs de l'Évangile. Et c'est quoi les valeurs de l'Évangile? C'est le respect, la tolérance. En fait, on était revenu au point de départ. Et il y a cette phrase qui est écrite dans le statut d'enseignement catholique, que le projet de l'enseignement catholique est référé à la personne du Christ. Du coup, on n'est pas référé à des valeurs, on est référé à une personne. Le Christ lui-même n'a pas commencé à travailler avec des chrétiens, et encore moins avec des catholiques pratiquants. Il a pris des gens qui étaient là, et il les a enseignés, il les a accompagnés pour ce qui était des apôtres. Il a accompagné également des disciples, et puis il a été au contact du peuple, des gens qu'il croisait et qu'il rencontrait. On pourrait avoir une vision d'un Dieu beaucoup plus efficace, d'ailleurs ça nous arrangerait, c'est-à-dire un Dieu baguette magique, c'est-à-dire je sors et ça fait. Notre Dieu, il aime perdre du temps. J'aurais été un Dieu efficace, qu'est-ce que j'aurais fait? Le Christ, je l'aurais fait venir à 30 ans, il arrive, donc c'est là où je vais vous choquer, le Dieu de Jésus-Christ, il perd 9 mois dans le ventre d'une femme. Enfin, il aurait pu s'en passer. Voilà, il perd 30 ans à grandir, on n'entend pas parler, enfin ainsi de suite. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas une perte de temps, c'est fondamental. Si on veut être homme, à hauteur d'homme, il faut être dans l'intemporalité de l'homme, il faut être dans cette espèce d'incarnation. Ça veut dire que Dieu lui-même, il perd son temps. Ou au contraire, il le prend parce que l'être humain, il a besoin de ça, il a besoin de ce temps. Jésus n'a pas fait de manuel de partie. Il n'a pas fait de livre pédagogique en disant « voilà les questions, voilà les bonnes réponses ». Jésus n'a jamais rédigé de catéchisme. Jésus, il a vécu avec des gens, il a développé des moments d'expérience avec les gens, en parlant, en vivant avec eux, et c'est à travers ça que sa parole a fait grandir des choses. Et donc, le pacte éducatif, il est de cet ordre-là, c'est-à-dire que quelle est la place du savoir ? Comment je transmets le savoir? Comment ne pas tomber dans l'illusion que parce que je l'ai dit ou parce que j'ai fait un QCM, les gens ont été touchés par ce savoir, mais comment faire pour que ce savoir soit une expérience personnelle? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'éducation en tant que telle? Ça veut dire, par exemple, que dans un processus éducatif, on va toujours commencer par soigner la relation avant d'exposer les exigences. Ça veut dire qu'on va toujours considérer la personne à partir de ce dont elle est capable avant de le faire
à partir de ses échecs ou de ses difficultés. Moi, je suis très touché par ce passage de l'Évangile quand Jean-Baptiste envoie ses disciples, parce qu'il est un peu troublé de voir comment Jésus s'y prend. Il devait s'attendre à quelque chose un petit peu plus tonitruant. Et voilà, et ses disciples demandent à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus dit, « Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle du royaume est annoncée aux pauvres. » Donc pour moi, un établissement catholique référé à la personne du Christ, entre autres, il est invité à ça. Qui sont les aveugles, qui sont les boiteux, qui sont les sourds, qui sont les lépreux, voilà, qui dans notre établissement, et comment on leur permet de retrouver cette fameuse dignité dont on parle tant dans nos projets. Le collège Bobé est un établissement d'enseignement privé catholique de centre-ville, situé à Yvetot, en Normandie. Son projet se décline en 3 volets complémentaires et intimement liés: pastoral, pédagogique et éducatif. Pleinement catholique, l'établissement est cependant ouvert à tous et centré sur une communauté éducative dont la visée est de faire grandir les élèves et de développer leurs capacités non seulement scolaires, mais aussi humaines. C'est entre autres par la proposition d'une multitude d'activités non scolaires que le collège permet à chaque élève de faire fructifier ses dons et ses passions. Il y a une approche qui est différente de l'individu. Voilà, on parle de personne avec un grand P, on parle de son prochain avec un grand P, et au-delà de la manière dont on l'écrit, c'est la manière dont on le vit, et cette approche est bien différente. Alors on a une liberté pédagogique, on en parle souvent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et peut-on vraiment la mettre en place facilement? C'est vrai que la question, voilà, je vous réponds par une question. Faire vivre des projets, oui, déjà, c'est essentiel. Voilà, faire vivre des projets permet en effet de faire vivre un établissement, faire vivre des projets, chercher à fédérer autour de projets, permet en effet à l'équipe de se souder. Et au niveau des élèves, bien évidemment, ça a un retentissement, ça rejaillit directement. Puisqu'on va pouvoir les dynamiser sur plein de thématiques. Nous avons du théâtre, des ateliers d'art, des ateliers d'échecs, des ateliers de jeux de logique, des ateliers orchestre, un atelier choral, un atelier astronomie, un atelier biologie, un atelier, j'en passe d'autres, sur les temps des midis. Et ce ne sont pas des petits projets, puisque les jeunes, sur le temps du midi, peuvent ainsi s'adonner à leur passion et éventuellement déjà chercher aussi à développer leur talent par rapport à leurs appétences, etc. L'enseignement catholique, dans ses grandes lignes, m'a donné beaucoup. Je suis issu d'enseignement catholique, du collège dans lequel j'enseigne aujourd'hui. C'est un collège où j'avais trouvé ma place parce que c'est, au-delà d'un collège, c'est aussi une famille, une grande famille. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé quand je suis revenu en tant qu'enseignant dans cet établissement. Et je pense que je ne suis pas certain que j'aurais retrouvé cette même ambiance dans un autre établissement qui ne soit pas forcément catholique. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, je n'enseigne pas comme j'enseignais il y a 10-12 ans. Ça, c'est l'expérience déjà du métier. Et puis, je pense qu'il faut quand même, au niveau qualité, une certaine adaptabilité parce qu'en effet, les élèves changent. Et puis, la motivation, c'est nous aussi, on essaie de se renouveler dans notre pratique, dans ce qu'on peut leur proposer au niveau enseignement, au niveau activité sur le temps du midi, par exemple. Et ça, c'est essentiel. Si on ne cherche pas à se renouveler, clairement, on va se lasser. Et puis, les élèves aussi, on finira par les lasser aussi. On est dans une petite ville, il y a à peu près 15 000 habitants, je crois. Autour, c'est la campagne. C'est clair qu'on a un public assez... pas favorisé, c'est pas le mot, parce qu'il y a des élèves qui sont en difficulté sociale aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que le dialogue est facile et beaucoup plus, les familles sont plus abordables. Le dialogue à établir, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'on a quand même une liberté pédagogique qu'il faut qu'on exploite au maximum et qui nous donne peut-être un petit peu plus de possibilités. Le programme, il est le même où qu'on soit dans l'enseignement public ou dans l'enseignement catholique. Par contre, moi, j'ai envie de dire, c'est le même enseignement que les autres, mais à la lumière de l'Évangile.
qui est important pour moi, et donc avec quelques valeurs de l'Évangile que sont l'espérance, que sont l'amour, que sont la confiance, qui sont des valeurs, à mon avis, extrêmement importantes dans un monde perturbé dans lequel on est aujourd'hui, avec des élèves qui sont finalement cabossés, même ici où on est en milieu quand même très privilégié. J'essaie dans le sens de permettre à l'élève de s'épanouir et de faire grandir et fructifier ses talents dans toute sa personnalité, en fait. Je pense qu'on essaye tous, je crois qu'on essaye tous. Après, est-ce qu'on fait parfaitement on essaye. Le campus La Salle de l'école Saint-Genès La Salle à Bordeaux est une unité d'enseignement supérieur qui accueille 150 étudiants se préparant à différents BTS audiovisuels. Eh ben on peut dire bonjour à Yves qui est de nouveau parmi nous. Bonjour Yves, ça vous correspond? Ok, c'est parti. Ben je laisse Yves. En partant des besoins spécifiques de ces étudiants, Cécile Clédou-Rebière leur propose un parcours de formation pour les aider à découvrir leur propre mode de fonctionnement. Ce protocole, appelé Diversity, est développé en partenariat avec Yves Richez, anthropologue et sémiologue, qui en est l'inventeur. C'était quoi l'objet dans la reformulation de votre projet? Qu'est-ce qu'il fallait? Les étudiants, actuellement en année préparatoire à l'entrée en première année de BTS, ont travaillé durant 3 séances avec Yves Richez pour découvrir leurs aptitudes personnelles et leurs talents opérationnels. Ils apprennent comment utiliser ces différentes aptitudes, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Ils sont invités à développer la confiance en leurs capacités. Le protocole Diversity s'appuie sur un diagramme appelé Jardin des talents qui permet de visualiser comment chaque participant gère les différentes situations du quotidien, tant dans sa sphère professionnelle que personnelle. Chaque étudiant a élaboré son propre jardin et a pu ainsi identifier ses capacités naturelles, prendre conscience de sa manière d'opérer en situation et découvrir des possibilités de carrière et d'orientation pour accompagner avec succès son épanouissement. En fait, je passe mon temps à observer mes élèves. Je crois que pour moi, la pédagogie, c'est avant tout d'observer calmement, sans jugement. Et de regarder tout. Je regarde tout, les signaux faibles, les signaux forts, les comportements, les déplacements dans l'espace. Voilà, je trouve que c'est hyper important parce que ça dit beaucoup d'eux. Le parcours individualisé, il permet de s'ajuster. Après, je le propose et je le soumets toujours à l'équipe pédagogique en disant, voilà, je pense que pour cet élève, par exemple, il va faire son BTS en 3 ans. Ou là, pour le début de l'année, j'ai eu le cas d'une élève en début d'année qui était en grande dépression, qui tombait en dépression juste avant de rentrer en classe. On la connaissait parce qu'elle avait été en prépa. Et elle était dans une situation de détresse terrible. Elle n'est pas venue en cours quasiment les 3 premiers mois. Il y avait 2 solutions. Où on lui disait, va te soigner et puis tu reviendras l'année prochaine. Et en discutant beaucoup avec elle et en l'accompagnant beaucoup, je me suis dit que si on la renvoyait chez elle, elle allait juste... ça allait très très mal se terminer. Donc j'ai demandé à l'équipe de l'accepter en cours quand elle venait. Et si elle ne vient pas, eh ben c'était pas grave. Et qu'on allait voir si elle allait raccrocher le wagon. Bon, ben, ça y est, elle a raccroché le wagon. Elle a raccroché le wagon depuis décembre. Et ça va marcher. Donc, la souplesse, c'est aussi, dans la vie, on n'est pas que dans des cases. Si on traite tous les gens dans des cases, mais c'est comme ça qu'on abîme des élèves. Porter attention à la différence et de se dire, ça n'est pas grave, on prendra le temps et on va essayer de t'accompagner, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu t'accomplisses. Mais c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Si éduquer, c'est juste de faire passer un diplôme ou de faire passer un programme au forceps, pour moi, c'est pas mon boulot. Il y a 9 ans, j'ai fait avec Yves ce premier protocole qui était moins développé, d'accord? Et parmi mes résultats, il y a un résultat qui m'a un peu, pas déçu, mais vous voyez, on peut le prendre comme ça. Il y avait un mode opératoire qui n'était pas très développé chez moi, et ça tombait mal parce que pour mon boulot, c'était fort utile. Et j'avoue que j'étais un peu même vexée. C'est pas resté du tout dans ma tête, mais par contre, ça m'a posé question et c'était très intéressant. Parce que j'avais eu le débrief de Yves à l'époque, il y a 9 ans,
qui me disait c'est bien, tu as plein de valeurs, tu es tout le temps droit dans tes bottes, tu fais toujours que les choses alignées à tes valeurs, du coup tu es rigide comme un tronc d'arbre, tu n'as aucune souplesse d'esprit, et quand il s'agit d'avoir des valeurs et de la morale, les résultats des courses, il y a plein de trucs, tu n'y arrives pas parce que tu es figé. Ah, ça m'avait vexé, mais en même temps, c'était pas complètement faux, hein. C'est pas inintéressant. Eh ben, je ne dirais pas combien j'ai, quel est l'état actuel de mon statut de mode opératoire de extra-personnel, mais il a beaucoup changé. Avant de se quitter, et en guise de revoir à la fin de la dernière séance du protocole Diversity, les étudiants sont invités à proposer un mot destiné à représenter leur état d'esprit et leur vision pour l'avenir, à la lumière des découvertes personnelles qu'ils ont faites durant les 3 séances. Moi, je dirais prendre des décisions. Prendre des décisions, bravo aussi. Est-ce que ça t'aide? Bonne décision alors. Ouais, c'était sympa. Ouais. Bon, super. Détermination. Détermination. Ouais. Tant mieux. Alors, bonne détermination à vous. Tu manques de détermination, toi? Dans certaines choses, oui. Quand il faut vraiment que je me bouge, je le fais pas trop. Avoir la bonne mentalité. Ok, très bien. C'est avec ça que vous partez. Ouais. Super. Merci à vous. À bientôt. Interpersonnel. Quentin, interpersonnel, c'est quelque chose que tu veux développer? Ouais, mais Quentin, c'est une magnifique histoire. Super évolution depuis qu'il est chez nous. Donc, moi, je me doute. Bravo. Bonne continuation, plein de réussite et bonne rencontre. Merci. Au revoir. Ah oui, c'est moi, l'épanouissement. Merci beaucoup. À la prochaine croisée. Du coup, moi, c'était un peu comme Gaspard, moi, c'était un peu aussi le mot découverte. Parce que du coup, avec l'arbre, j'ai pu découvrir des points où je ne soupçonnais pas que j'étais influenceur de... Robin. Bonjour Yves. Ah, il s'assoit, attention, Robin s'assoit. Il a des trucs à négocier. Il m'a dit... L'estime de soi, elle ne se gagne pas par des belles paroles ou de la rassurance. Elle vient de l'intérieur de soi. Mais ça fait longtemps que je travaille sur la question de la construction du soi. C'est-à-dire comment je fonctionne, comment je procède, quels sont mes écueils, quels sont mes schémas de répétition, et en fonction de ça, d'être conscient de moi-même. Et moi, je travaille plutôt là-dessus. Et j'invite mes étudiants à fonctionner là-dessus. Donc il y a toute la partie scolaire ici, où il faut répondre aux fourches codines de la scolarité, et elles sont très rudes. Et là-dessus, je suis très exigeante. Mais par contre, c'est toujours accompagné de comment je suis, comment je procède, et comment je peux faire levier, y compris quand je ne suis pas motivée pour faire quelque chose. Ça, c'est la pensée de base. À partir de là, l'estime de soi, elle ne se gagne pas comme ça. On s'aperçoit que l'histoire personnelle, l'histoire familiale, l'histoire avec l'école, il y a tout un tas de choses. Donc, on n'est pas magicien. Par contre, d'aider les étudiants à savoir comment ils sont, comment ils procèdent, l'image qu'ils renvoient dans ce process, par exemple, dans ce dispositif, c'est non seulement de découvrir qu'ils ont tous des modes opératoires naturels. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui sont bons ou mauvais. Ça n'existe pas pour moi. Et on a tous des choses sur lesquelles on est naturellement bon. Si on prend le mode kinesthésique, par exemple, qui est le fait de bouger, de se mouvoir dans l'espace, d'apprendre dans le mouvement, d'apprendre avec le corps, d'être habile avec ses mains, autant vous dire que ce n'est pas du tout une aptitude qui est mise en valeur à l'école. Et pourtant, c'est tellement énorme, c'est tellement utile, y compris dans nos métiers. Donc l'idée, c'est de, plutôt que de dire on va vous donner confiance en soi ou travailler sur l'estime de soi, ça c'est une construction intérieure, on va créer des conditions, on va favoriser, enfin, c'est l'idée du projet, c'est de construire quelque chose où tout d'un coup ils vont se découvrir opérant, donc opérationnel, donc dans quelque chose de positif, dans quelque chose de constructif, et de percevoir aussi ce qu'ils ne sont pas naturellement, non pas comme une faiblesse, et c'était tout le propos d'aujourd'hui, mais comme quelque chose qui se travaille, et que si on en a conscience, on peut le développer parce qu'on le fait pour soi et pour son projet. Un grand moment de la GP, là. Un grand moment. Il y a des gens. C'est quand même vachement bien. Voilà, De retourner dans les locaux de Saint-Genès, ça fait plaisir, parce que c'était 2 années assez complètes, assez bien. Alors par rapport aux questions de foi, je me suis senti tout à fait libre. Moi, je viens d'un pays musulman, donc je viens du Maroc, et il n'y a eu aucun problème par rapport à, justement, à que ce soit mon parcours spirituel ou par rapport à l'ambiance qui se passait ici. Il n'y a pas eu d'influence, pas eu de différence. À Saint-Genès, j'ai pu apprendre à justement combiner humain, technique, logistique,
Ensuite, en entrant dans les détails financiers, artistiques, voilà, des choses un petit peu plus fines et à mettre en place. Mais en tout cas, apprendre à gérer une équipe, apprendre à gérer son stress, apprendre à travailler ensemble, ça c'est un très gros apprentissage de Saint-Jeunesse. Ouais. L'encadrement est vraiment génial. On est globalement vachement libre dans nos projets. Et donc ouais, je dirais la liberté, l'accueil, la bienveillance, l'entraide, toujours. Je parle de mon expérience, c'était mon cas, j'avais besoin d'un cadre. J'avais besoin, après avoir passé 2 ans à la fac, j'avais besoin d'avoir des horaires, j'avais besoin d'avoir une stimulation quotidienne, des enjeux, qu'on me pousse un petit peu aussi dans mes retranchements. L'accompagnement que j'ai ressenti était plutôt humain, du coup, par les formateurs, par la directrice, par notre promo qui s'entraidait. Et après, on avait du matériel aussi à disposition qu'on pouvait emprunter. C'était chouette. On n'est pas du tout prosélyte, au contraire. Et on travaille ensemble et par association. C'est fondamental. C'est la phrase de Saint Jean-Baptiste Lassalle. Et c'est une phrase fondatrice. On travaille ensemble et par association. Pas de prosélytisme. Il faut évidemment adhérer au projet. Et le projet, c'est d'articuler notre projet pédagogique autour de l'enfant, de l'accueillir, d'être dans la bienveillance, de le comprendre, de comprendre même son cadre social et de former les maîtres. Ça fait partie du socle. C'est quand même un pédagogue du XVIIe siècle. Hein. Enfin, il est mort début XVIIIe, mais enfin, c'est quelqu'un de hyper innovant. Et donc, on est complètement là-dedans et on accueille toutes les religions, toutes les façons de penser, du moment qu'on est dans le projet. Non, Enfin, sincèrement, je ne connais pas d'école catholique. Ça existe sûrement. Hein. Moi, je connais que d'autres collègues des écoles catholiques qui sont hyper ouverts. Franchement. On ne demande pas aux gens d'être ni croyants, ni d'adhérer. Par contre, d'être bienveillant et de se poser la question de la place de l'élève, ah ça oui. Il y a plusieurs réalités dans les établissements scolaires. Tout d'abord, les enseignants qui ont des parcours de foi complètement différents, voire même qu'en ont pas. Les chefs d'établissement, peut-être aussi. Les familles qui ne viennent pas forcément pour le côté catho dans l'enseignement catholique. Et donc, en fait, tout ce petit monde est là, avec leurs doutes, avec, au contraire, leurs croyances. Et donc, oui, de temps en temps, qu'il peut être compliqué d'avancer. Parce qu'on doit faire avancer tout ce petit monde. Imaginez, je vais vous faire la comparaison avec un navire. Vous avez le capitaine qui est le chef d'établissement et tous ceux qui font avancer le navire qui sont les membres des communautés éducatives, de la communauté éducative. Donc de temps en temps, ça peut pagayer l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Dans ces cas-là, on fait du surplace. À l'échelle d'un établissement, la question concrète qui se pose est de fédérer tous les acteurs de l'équipe éducative afin que l'enfant reste au cœur du projet. Le rôle du chef d'établissement est de créer ce lien indispensable entre des personnalités aux profils variés pour dépasser les trajectoires individuelles vers un objectif commun. L'éducation intégrale propose une vision universelle qui concerne tous les individus, quel que soit leur parcours. Et on vous demande Je vois bien, y compris dans les murs de l'établissement que je dirige, que certains projets relèvent entièrement de l'éducation intégrale, sont portés par un regard sur l'enfant qui s'enracine dans la conviction de sa dignité fondamentale. Ça les met en pratique, ça les met en œuvre au quotidien, et pourtant c'est pas porté par des gens qu'on retrouve à la messe le dimanche. Quel est le rôle du chef d'établissement dans tout cela? Il y a, à mon avis, trois points. Le premier point, c'est d'assumer
la dimension performative du discours du chef d'établissement. J'y crois. C'est-à-dire, à force de le dire, c'est à force de répéter, c'est à force de dire, de passer par des expressions, de réexpliquer les expressions, que cela advient en partie. Voilà, qu'on est capable de le reprendre et de le faire vivre. Je crois qu'il y a une dimension, de ce point de vue-là, performative, donc du langage tenu sur ce qui est vécu. Bon. La deuxième chose, c'est que le rôle du chef d'établissement, il est probablement, si on veut éviter toute forme de vanité, etc., il est quand même probablement d'être capable de contribuer à affirmer une cohérence, j'allais dire, c'est lui qui fait la cohérence, pas du tout, mais il est capable de contribuer à faire une cohérence entre le fond anthropologique, métaphysique du projet éducatif et son application. Est-ce que ce qui est en train d'être fait ou d'être déployé a du sens au regard de l'exigence fondamentale de l'école que je dirige? Et l'exigence fondamentale, c'est toujours une exigence métaphysique. Dans le pacte éducatif mondial, le pape François nous invite à travailler 7 points. L'un des points, c'est le pape François nous invite à voir la famille comme premier et indispensable éducateur. Voilà. C'est-à-dire que, je ne peux prendre que celui-là par exemple en premier, dire que comment nous aidons les familles à être dans ce rôle-là d'éducateur. La construction de l'individu par rapport au monde se joue dès les premières années et se développe avant tout au sein de la famille. C'est d'abord dans la famille que mûrit l'éveil de l'enfant à l'altérité. C'est parce que la famille est le premier éducateur de l'enfant et que la famille a l'obligation de promouvoir pour ses enfants une éducation intégrale. C'est bien dans la famille qu'on va faire progresser en même temps les capacités physiques, les capacités affectives, les capacités psychiques, etc., etc. Alors, il faut que l'école, dans l'éducation, voilà, soit toujours reliée à la famille et puis ensuite aux différentes instances culturelles et sociales qui contribuent à faire grandir la personne. Comme père, quand je regarde les différents aspects de la croissance de mes enfants, tout est mis dans la perspective de cette éducation intégrale. Là, on pourrait se dire, c'est très beau, de fait salé, enfin, je veux dire, c'est très profond comme conception et de l'enfant et de l'éducation. Mais ça veut dire que tout en relève. Il fait du sport, ça correspond à des journées où il va à l'école, puis il fait du sport, puis il fait de la musique, puis il enchaîne avec du scoutisme, par une forme de perversion étrange, même quand il s'accorde du temps libre, qu'est-ce que je me dis comme père? Je me dis, oui, il faut qu'il ait du temps libre parce qu'il en a besoin pour grandir aussi. Du temps. Ça veut dire que même le temps libre est mis dans la perspective de l'éducation. Alors on pourrait dire, eh ben oui, évidemment, tout concourt à sa croissance. Et c'est très beau. Enfin, c'est pas là, moi, que je vois la pente. La pente, je la vois parce que ce discours-là correspond à être centré sur lui, à faire que tout est centré sur lui et sur sa croissance. Alors moi, je me dis, ça va être dur de faire en sorte que mon regard de père, c'est normal qu'un regard de père soit centré sur le bien-être de son enfant, bien sûr, mais que tout concourt, que tout soit centré sur l'enfant, ça va être dur de faire en sorte que cette mise en perspective permanente de toutes les dimensions de sa vie sur sa propre croissance aboutisse pas à une vie centrée sur lui-même. Voilà. Comment je vais pouvoir échapper à un égocentrisme si j'arrête pas de moi-même tout envisager en prenant sa croissance comme centre. Petit A et petit B, le concept d'éducation intégrale ne se réduit pas à un regard sur l'enfant. C'est un regard sur les êtres que nous sommes. On est tous pris dans cet appel à une croissance permanente.
Mais s'il faut recenser les pistes possibles de malentendus, là, en tout cas, il y en a quelques-unes. Voilà. Le pacte éducatif mondial souligne la confiance que le pape François place dans l'éducation pour permettre à l'humanité de faire face au nouveau monde qui se profile. L'école catholique se doit de relever de nombreux défis, non seulement pour répondre à cet appel, mais aussi pour rester en phase avec les évolutions d'un monde de plus en plus déchristianisé. Quels sont dès lors les défis les plus urgents qui attendent l'école catholique ? Je pense que le premier défi, c'est le travail commun. Si l'éducation intégrale, elle repose notamment sur un des piliers qui est la communauté éducative, alors ça implique que l'ensemble de l'éducation au sens le plus noble et large du terme puisse se parler. Ne pas laisser croire que chacun de son côté va pouvoir développer des projets éducatifs conformes à l'Évangile, mais qui vont bien fonctionner. Ils ne fonctionneront que dans le dialogue et une réflexion commune. Le deuxième élément qui est un défi est lié à la place du catholicisme dans la société française. Il faut redécouvrir comment la foi est une ressource et comment l'Évangile est une ressource pour tous les hommes. Quelle est notre capacité en communauté éducative à porter un projet commun ? Quelle est notre capacité en communauté éducative à vivre quelque chose de l'ordre de la charité, c'est-à-dire de la relation ajustée les uns aux autres, et à porter un projet ensemble ? Et là, il y a du travail. Là, il y a un gros travail. Nos établissements scolaires sont des mini-sociétés. Mine de rien, un élève, sur un temps scolaire, il est plus longtemps éveillé à l'école qu'à la maison. Bon. Et donc, il y a des repères éducatifs qui sont aussi différents, puisqu'il y a je ne sais combien de familles dans un établissement scolaire. Donc oui, de temps en temps, c'est pas simple. Et de temps en temps, ça peut friter. La vraie vie m'amène à dire que c'est pas simple tous les jours, mais en même temps, tant mieux. Voilà, moi, l'idée, c'est que dans tous les cas, j'arrive à donner toutes les clés à un jeune pour se construire, pour s'engager dans la société de demain. Ce projet-là, c'est ce vers quoi nous voulons tendre. Je pense aussi que nous sommes dans une société qui se pose beaucoup de questions sur vers où je dois aller. Un des risques pour l'école, c'est qu'elle se voit confier l'intégralité de l'éducation intégrale. C'est pas le problème du concept. Dans le concept, dès le début, il y a bien l'idée que le premier éducateur, c'est la famille, le premier lieu d'éducation, c'est la famille. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais enfin, dans le contexte actuel, on ne peut pas ne pas entendre éducation intégrale comme ouvrant la porte à un discours qui nous dirait, bon ben, oui, éducation intégrale, très bien, c'est l'intégralité de l'éducation qui est confiée à l'école. Le sport, la musique, le théâtre, l'éducation à la vie affective, tout est confié à l'école. C'est un risque. Ce qui est très compliqué, c'est comment entendre sans arrêt le renouvellement du monde, ne pas être fasciné par ce qui est nouveau en croyant que c'est nouveau. Il ne s'agit pas que les enfants sachent réciter ceci, cela, de débiter je ne sais pas quoi autre, on est là pour favoriser une rencontre personnelle. Et donc, qu'est-ce qui favorise une rencontre personnelle ? Eh bien, d'abord, ça veut dire qu'il faut être accompagné. C'est-à-dire que cette rencontre personnelle avec le Christ, elle a besoin de grandir dans une rencontre interpersonnelle d'un être humain avec un autre être humain qui accompagne cela. Éduquer, c'est faire grandir des adultes pour le monde de demain. Mais si on ne se projette pas, si on ne dit pas quel monde on veut pour demain, si on ne dit pas quel adulte on veut former pour ce monde de demain, il n'y a pas de projet éducatif. S'il n'y a pas de projet éducatif, il n'y a pas de communauté éducative, et donc on ne peut pas mettre en œuvre le projet d'éducation intégrale. Si ce qui unit la communauté éducative, ça n'est plus la foi, et de fait on fait ce constat-là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui peut unir une communauté éducative d'un établissement chrétien, voilà, dans l'enseignement catholique. Et donc du coup, je rattache ça à ce que vit notre société en termes de tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle traverse en termes de déconstruction de ce qui était avant notre culture et ce qui était une évidence. Il faut retravailler, répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que l'homme ? Qu'est-ce que c'est quand l'homme avec un grand H, enfin l'homme et la femme, voilà,
qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est une vie bonne, qu'est-ce que c'est que le bonheur, quel est notre projet pour le monde. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est-à-dire que là, on a eu vous savez, un système scolaire, c'est une construction culturelle, en fait. Ça fait partie d'une culture, et une culture, elle correspond à un moment donné à un groupe humain, sur un territoire, à une époque donnée. Ce qui s'est passé là, aujourd'hui, c'est que l'humanité, elle a fait ça. Et l'école, elle est toujours là. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'école fasse ça. Voilà. Mais avec ses racines, ses sources, ses fondements et sa visée. Donc, vous voyez, on a un défi éducatif, un défi de qui nous sommes, voilà, donc de témoignage, et puis donc un défi de formation. On a du pain sur la planche.